Nous sommes engagés. Public. Bonjour et bienvenue aux Engagés publics. Je suis François Larouche et aujourd'hui je suis avec Denis Martel et Clément Laberge. Il y a beaucoup de choses à discuter cette semaine, donc Catherine Fournier qui réalise son indépendance, Elizabeth Warren qui veut briser les géants de l'Internet et Denis va faire un suicide politique. Oh yeah! Bonjour les gars, ça va bien? Très bien. Oui, Good, super bien. good. Denis, on a quelque chose pour toi pour débuter la semaine. Tu vas faire bientôt une entrevue avec Martine Ouellette pour le lancement de son nouveau magazine. Oui, c'est confirmé. Il va y avoir un lancement dans la ville de Québec. Je vais en profiter pour rencontrer Mme Ouellette. Okay. Je compte lui parler de son engagement et voir qu'est-ce qui fait que malgré toutes les problématiques qu'elle a traversées dans les dernières années, elle reste une militante engagée et convaincue. Excellent. Sinon aussi, vous irez lire un article de la zone ASNAT du Journal de Québec, Journal de Montréal, où on donne des idées pour relancer le Parti québécois. Avez-vous vu ça, les gars? Ben oui, j'ai vu ça. Il y a eu beaucoup de créativité. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'une des solutions pour relancer le PQ, c'est de retrouver Léo Bureau-Blouin. La solution numéro 7. On l'a retrouvé, nous autres. Il est aux engagés publics. Vous avez écouté l'épisode de la semaine passée. Il était là. Alors, donc, peut-être que la solution numéro 42, c'est de s'abonner aux engagés publics. C'est clair que c'est ça. OK, les gars, attachez votre tuque. Prenez tous un grand respire. On plonge dans la nouvelle. Après un passage quand même assez entendu, vous vous souvenez-vous de ça, by the way? Ça a existé dimanche dernier. Jean-François Lisée était à Tout le monde en parle. On n'en parle déjà plus. Tu veux vraiment qu'on commente maintenant? Non, mais après tous les événements. Donc, après un passage quand même assez entendu de Jean-François Lisée, lundi dernier, Catherine Fournier, vous le savez sûrement, a annoncé sa démission comme membre du caucus du Parti québécois. Elle a annoncé qu'elle allait siéger comme indépendante. Il faut noter qu'elle demeure toutefois comme députée de Marie-Victorin. Pour elle, le PQ est désormais perdant, il a perdu de sa pertinence. Le PQ aurait ignoré les signaux d'alarme au fil des années. Selon elle aussi, sans compter que les jeunes générations ne sont pas vraiment impliquées dans le projet souverainiste. Je la cite, « Pourquoi voter pour un parti qui est incapable de réaliser le projet pour lequel il a été fondé? » Son plan à partir de maintenant est assez flou, mais elle a quand même donné quelques indices. D'abord, elle dit qu'elle ne veut pas fonder un nouveau parti, mais elle dit vouloir travailler au rassemblement du mouvement souverainiste. Puis pour faire ça, il faut qu'elle pose des gestes qui, selon elle, demandent à ne plus être attachée aux lignes de parti. Au moment de son annonce sur les médias sociaux, ses comptes ont partagé une page de captation au nom de « Faut que ça bouge ». Les gens pouvaient donner leur nom s'ils étaient d'accord. Puis il y a beaucoup de rumeurs en ce moment dans le milieu, sur le terrain, qui entourent Jean-Martin Hossan. On entend beaucoup parler d'un nouveau parti ou d'un nouveau mouvement transparti. Même que Hossan, aujourd'hui, au moment où on enregistre mercredi, a dû s'expliquer sur sa page Facebook. Il s'est défendu de manipuler Catherine Fournier de quelque manière que ce soit. Et il a aussi affirmé qu'il ne veut pas fonder de nouveau parti politique. C'était quoi la réaction du PQ? Ça a été multiple. D'ailleurs, dans un communiqué assez laconique, on a dit accueillir la nouvelle de la démission de Catherine avec déception et incompréhension. On se dit perplexe devant la contradiction d'un appel à l'unité, mais sans vouloir réformer le PQ et sans vouloir créer un nouveau parti également. Pascal Bérubé en a remis une couche, qui est le chef intérimaire du Parti québécois. Il a remis en question carrément la légitimité de la députée, en soulignant que sans le PQ, sans la bannière du PQ, elle n'aurait jamais gagné de toute manière. C'est aussi pogné avec Hossan sur Twitter rapidement en le poquant. Il y a eu quand même un grand malaise. Puis les deux hommes se seraient parlé par téléphone par la suite, mais c'était un peu spécial comme situation. Du côté de Véronique Yvon, elle a fait appel au rassemblement pour amorcer une réflexion en profondeur sur l'avenir du parti. Elle a aussi dit croire que les racines du PQ peuvent être sauvées. Il y a également eu des démissions à la suite
du départ de Catherine au sein du Parti québécois. Il s'agit du recherchiste Hubert Laprise et du conseiller Louis Lyonnais. C'est pas terminé, ça continue de son côté, tout en exprimant un certain accord avec l'analyse de l'Élysée sur les médias. Il y a notre PSPP national, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a confirmé voir maintenant la tournée d'Oser repenser le PQ comme un échec. Il a même affirmé que la démarche a fait l'objet de nombreux sabotages à l'interne. Du côté Québec solidaire, je résumerais que la réaction a été un certain lol. On a souhaité à Catherine Fournier la meilleure chance. QS se dit maintenant l'outil du changement, l'outil des souverainistes et veut la seconde opposition maintenant qu'ils ont le nombre de députés. Comme par hasard, les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au lendemain de l'émission de Catherine, le PQ a dévoilé son plan d'action 2019 qui sera proposé en mars prochain au Conseil national. Ce plan d'action-là tourne à peu près uniquement du Congrès national extraordinaire qui se tiendra en novembre. Donc, le Conseil national va entériner le fait qu'on va faire un Congrès national extraordinaire qui serait avant donc une course à la chefferie. Puis ça ne s'est jamais fait d'avoir un Congrès national aussitôt. On vient d'en avoir un. Ce Congrès national-là servirait à mettre tout sur la table, sauf l'indépendance, puis on mettrait des nouvelles positions dans un texte fondateur. Je prends une grande respiration. C'est beaucoup de choses. Clément, est-ce que Catherine a posé le bon geste? Ben, tu sais, c'est une question qui est très large, puis on a encore assez peu de recul sur tout ça. Moi, en fait, la question, je pense qu'elle est à plusieurs volets, là. Le bon geste pour qui? Est-ce qu'on parle du bon geste pour elle, du bon geste pour le Parti québécois? Écoute, moi, je respecte assez Catherine, comme d'ailleurs tous les gens qui consacrent leur vie au service public, là, pour partir de l'hypothèse que si elle a fait ce choix-là, c'est parce qu'elle pense que c'était nécessaire, que c'est le bon pour elle en fonction des convictions qu'elle a acquises au fil des ans, puis que je sois d'accord ou pas avec elle, ça change rien, j'y accorde ça. Je comprends pas pourquoi elle n'a pas fait un bout de réflexion de plus de l'intérieur du parti. Elle doit avoir ses raisons. J'ai pas envie de juger de ça. Écoute, ça y appartient à partir de maintenant. Est-ce que c'était le bon geste pour le PQ? Je le sais pas. Ça a assez peu d'importance à partir de maintenant. Mais dans tous les cas, moi, cette semaine, je me réjouis surtout que son geste nous place enfin dans une situation de non-retour. Là, on ne sera plus dans demi-mesure. Il n'y a pas de possibilité d'enterrer les affaires. Il va falloir qu'on aille au bout des raisonnements. Il y a quelque chose qui est cassé avec clairement. Mais là, de toute façon, s'il y a des gens qui aspiraient encore à ce qu'on puisse faire la réflexion sur l'avenir du PQ dans un contexte encadré, policé et tout, je pense que tout le monde a compris cette semaine que ça va se passer dans un peu plus de désordre. Puis pour moi, c'est pas sans me déplaire. Je pense qu'il y a des fois des choses qui doivent se passer avec un peu de désordre. Puis pour ça, je me réjouis de ce qui s'est passé lundi, mardi. Denis? Ben, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que Clément nous dit par rapport à me rassure, Denis. Ouais, c'est ça. Par rapport à sa réjouissance soudaine, comme quoi que le PQ serait soudainement obligé de tenir un débat qui l'amènerait à aller au fond et à régler le problème. À ce point de vue-là, je pense que tu sous-estimes la capacité du PQ à garder la tête dans le sable et à nous servir les mêmes bonnes vieilles recettes. Pour revenir à Catherine, je me questionne vraiment à savoir c'est quoi son objectif. Je ne l'ai pas compris. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle a entamé une démarche discrète, pour ne pas dire secrète. Puis je veux dire, je le dis vraiment de même, là. Je ne dis pas que c'est secret, mais certainement, il y avait une démarche discrète qui utilisait les réseaux du parti pour commencer à sonder le terrain. Elle le faisait en compagnie de Hossan. Ça, personne ne peut le nier. On l'a tout entendu dans le milieu. Là. On l'a entendu, on l'a vu. Quelque chose qui se trame. J'ai personnellement parlé à plusieurs personnes qui ont assisté à ce genre de soirée-là où c'est les deux intervenants en question posaient beaucoup de questions, sondaient beaucoup le terrain, mais parlaient très peu, comme s'ils évaluaient
un peu les chances, il évaluait la situation. Donc, cette démarche discrète-là fait en utilisant les réseaux du PQ. C'est sûr que je comprends que certains péquistes puissent être amers face à cette réalité-là. Maintenant, où ce que je veux dire, Catherine, en s'en allant, ça m'apparaît clair qu'elle quitte avec les jeunes. Puis elle n'a pas besoin de dire gang, on est coordonnés, on est concertés, on claque la porte ensemble. Mais on le sait, on a vu, de par les différents commentaires, les réactions, les jeunes semblent vouloir la suivre à l'intérieur. Tu parles de quels jeunes? Dans les cadres, les jeunes du Parti québécois semblent vouloir la suivre dans le cadre de cette démarche-là. Donc, c'est sûr que ça fait mal, tu sais. Puis ça, je me fie à ce que j'ai vu dans les commentaires sur les médias sociaux, sur les supports, les partages. Ouais. Je pense entre autres à Vincent Angel Despins, qui est une figure quand même assez influente auprès des jeunes, qui a été très éloquent par rapport à ça. Tu sais, puis ce qui m'inquiète le plus là-dedans, c'est la réaction ou la capacité de l'exécutif national à voir venir les choses. Autant, en fait, ce qui m'inquiète, c'est... Tu sais, j'ai parlé avec certains membres, on m'assure, puis on me jure toute honnêteté là-dedans, qu'ils n'ont pas vu venir la chose. Donc, probablement. Et si Catherine quitte, elle ne va pas quand même l'annoncer... Elle va pas informer le parti. Mais comment t'expliquerais, François, que moi, je le voyais venir puis qu'eux le voyaient pas venir? Probablement qu'ils savaient que, comme nous, ils ont entendu les mêmes choses sur le terrain, qu'il y a des discussions qui se passent au sein du mouvement, puis que quand ils ont vu le communiqué de presse, ils savaient à peu près c'était pourquoi ils ont fait 1+1. Mais Catherine les a pas informés. Je veux dire, quand j'étais au parti et on avait des démissions, j'ai vécu la vague de démissions de Hossan, justement, de Baudouin, Curzi, puis Mme Lapointe, puis plusieurs députés après à travers... la belle époque, quoi. La belle époque, ben c'est ça. On a une longue... En fait, la joke à l'interne au parti, à un moment donné, c'est qu'on allait se faire un processus automatisé quand un député quittait, que ça enlevait automatiquement toutes les traces du député sur nos plateformes, là, mais ça, c'est parce qu'on était, à un moment donné, un petit peu tanné que ça arrive tout le temps. Mais c'est parce qu'à un moment donné, quand tu as ces événements-là, ils t'informent pas qu'ils quittent. Ils prennent leurs décisions, ils calent les médias, puis tout le monde écoute le point de presse, puis tu sais qu'est-ce qu'il va se dire, mais il n'y a personne qui... C'est rare de souvenir vite de même. Il n'y a personne qui a appelé Mme Marois pour lui dire que je quitte, je vous annonce que je quitte. Ça. Mais tu sais, je pense que ce à quoi Denis fait référence, c'est qu'il y a manifestement manqué d'antenne quelque part dans ce processus-là. Moi, je pense qu'à ce moment-ci, c'est le dernier reproche utile à faire dans le sens où ça change pas la suite des choses. Puis si notre énergie est mise à essayer de trouver qui est responsable de quoi, on mettra pas l'énergie où ça compte. Mais c'est clair que, disons, le PQ a déjà eu plus d'antennes dans ses structures qu'aujourd'hui. Oui, puis je veux revenir quand même, Denis, sur quelque chose que tu disais tantôt, parce que tu disais que c'est comme s'il y avait un jeu secret, on n'a pas tous les éléments. C'est quoi le véritable... Puis clairement, je te pose aussi la question. Puis je veux qu'on veut faire un bon chunk de l'épisode là-dessus. Je veux un peu orienter vos échanges là-dessus. Premièrement, c'est quoi le véritable objectif de Catherine ici? Bon. Du moment où tu dis, je veux pas faire le rassemblement. Le rassemblement se fait plus au PQ1, ni à QS2, mais je veux pas créer un nouveau parti 3. Ouais. Il manque comme une pièce du puzzle, là. Où est-ce que je voulais vous amener avec cet élément-là, c'est qu'en réalité, on dirait qu'il y a eu un manque de savoir-faire de toutes parts. Moi, je pense en réalité que cette sortie-là de Catherine Fournier n'avait pas été prévue pour cette journée-là. C'est face justement au fait que ça a commencé à parler et on s'est mis à entendre tout et n'importe quoi dans le dossier, qu'elle a senti le besoin de sortir avant justement pour essayer de contrôler un minimum sa propre communication par rapport à tout ça, au lieu d'être pris par surprise par les fameuses rumeurs. Il fallait faire taire les rumeurs. Donc, un manque de savoir-faire de ce côté-là. Elle a été... Ben, c'est parce qu'elle était... En fait, probablement que c'était ça le plan, mais c'était pas le plan de le faire cette journée-là. De l'autre côté,
du côté du parti et de l'exécutif, si c'est vrai qu'on n'a absolument rien vu venir, puis comme tu disais Clément, on a manqué d'antenne dans ce contexte-là, puis qu'on se retrouve le bec à l'eau une journée avant de faire nos grandes annonces sur le renouvellement et sur la démarche, je me demande, c'est soit on se fait mentir ou soit on est devant un cas patent d'incompétence. Dans les deux cas, je pense qu'il est temps que l'exécutif national se renouvelle. Ouais, là je te trouve dur un peu. Je te trouve dur un peu là-dessus parce que, tu sais, il n'y a pas de surprise pour personne que les temps sont durs pour le PQ, puis ça n'a pas commencé le 1er octobre. Puis que les gens qui sont là, ils font de leur mieux, puis peut-être que le mieux n'est pas toujours assez, mais ils font de leur mieux. Que là, ça ne se soit pas passé comme prévu, peut-être, moi j'ai pas d'informations, peut-être pas pour Catherine, peut-être assurément pas pour l'exécutif. Pour moi, c'est juste un élément de plus dans un portrait général, pas jojo. Puis je reviens sur ce que je disais tantôt, puis je veux y croire parce que je choisis une posture d'optimisme, mais c'est là, maintenant, on est allé au bout de ce qu'on pouvait faire en faisant semblant que ça allait pas si mal. Ben là, retroussons-nous les manches, puis que tout le monde fasse preuve de beaucoup d'humilité sur sa capacité individuelle à influer le cours des choses pour le PQ, puis voyons où ça va nous mener. Mais là, le défi qu'on a, c'est tout le monde se mettre les yeux devant les trous. Qu'est-ce que tu veux dire, se mettre les yeux devant les trous? Ben, il faut qu'on voit la situation pour ce qu'elle est, puis qu'on décide de se retrousser les manches pour faire ce qui est à faire, plutôt que d'essayer de masquer les difficultés qu'on a. Là, le problème, tout est sur la table, François. Ben, peut-être que Denis a donné un élément de réponse, mais mettons qu'on ignore ce que Denis a dit. Oui, c'est généralement ce qu'on fait, on ignore ce que Denis a dit il y a 2 minutes. Mettons qu'on ignore ce que Denis a dit. Clément, est-ce que tu penses qu'elle aurait pu essayer de pousser un rassemblement du mouvement à l'intérieur du parti? Pourquoi elle n'a pas fait ça à l'intérieur des prochaines instances? C'était quoi la presse? Ah, ben là, ça, moi, je le comprends pas, puis je l'ai dit, je l'ai écrit, puis je le redis. Moi, je trouve dommage qu'elle ait quitté avant même que la démarche se mette en place. Tu sais, je pense qu'elle aurait pu aider à ce que certaines voix soient entendues dans les prochaines étapes. Bon, je suis obligé de présumer qu'elle a analysé ça. Je peux pas partir de l'hypothèse qu'elle n'a pas analysé cette option-là. Elle a choisi une autre, elle doit avoir ses raisons. Peut-être qu'on les comprendra plus tard, peut-être qu'on les comprendra pas. Mais chose certaine, moi, personnellement, je pense que ça vaut encore la peine de faire un bout dans la démarche qui nous est proposée, tant et aussi longtemps qu'on va y croire. Puis ça, là-dessus, là, l'exécutif puis les élus ont à faire la démonstration dans les prochaines semaines que tout ça n'est pas que du discours, puis que même les voix discordantes, voire les voix dissidentes, vont être accueillies. Parce que si on y croit pas, après ça, il n'y aura pas de retour. Là. C'est la dernière fois qu'on peut donner confiance. Là. Fait qu'il devrait quasiment inviter Catherine Fournier à venir. Ah ben oui, mais écoute, je pense que ça, c'est peine perdue. Là, on est aussi bien de mettre les énergies à essayer plutôt de faire en sorte que des gens qui d'habitude se taisent, osent aller s'exprimer puis proposer des choses. Là, ce qui est essentiel, c'est qu'à partir de maintenant, nos énergies soient mises à donner confiance à ceux qui ont des choses à dire, que ce qu'ils vont dire ne sera pas dit en vain, que ça va être écouté puis entendu. Ouais, mais en tout cas, écoute, j'écrivais moi dans mes notes là, dès la démission de Catherine Fournier, je me prenais comme note en vue de l'émission. Attention à la réaction au PQ. Ils vont éloigner la base qui représente le renouveau et s'enfoncer dans l'état de parti alternatif de par leur réaction. Puis on a vu un peu qu'est-ce que ça a été là, tu sais, de tous côtés, on a vu ça ressortir l'amertume d'une façon publique et de gens qui auraient peut-être, qu'on se serait attendu, qui donnent un peu de hauteur au parti. Puis donc, est-ce que maintenant on croit que Catherine pourrait être invitée dans une démarche comme celle-là? Je pense qu'en réalité, c'est mieux qu'elle n'y soit pas parce que ce serait une distraction supplémentaire qui nous empêcherait de pouvoir adresser le vrai point. L'autre chose, si je peux me permettre, je voulais ajouter un truc par rapport à la démarche de Catherine. Ouais. C'est que là,
elle nous dit que tout ça, il n'y a pas de parti qui s'en vient. Elle nous a amené tous ses points. Elle a fait la sortie qu'elle a fait. Si dans quelques semaines, elle nous revient avec un projet de parti, avec une démarche ou un mouvement, ben là, ça ne fera que... Puis tu sais, de toute façon, globalement, ce qui vient de se passer là ne fait que nourrir le cynisme. Mais si en plus, elle fait le contraire ou elle fait autre chose qu'est-ce qu'elle nous a promis dans les prochaines semaines, ben on va encore avoir des raisons supplémentaires d'être cynique. Non. Oui. Attention, parce qu'elle a dit qu'il y a un mouvement qui est à bâtir, puis qu'il faut rassembler. Elle a dit qu'il y a quelque chose qui s'en vient dans le fond. On passe notre temps à jouer. On passe notre temps à jouer sur les mots. On passe notre temps à jouer sur les mots. On est entouré de gens qui manœuvrent, qui nous comptent des mensonges, qui essayent de contrôler l'information. Ce qui fait que toute cette espèce de belle authenticité, cette transparence-là, cette ouverture à la discussion que Clément réclame est rendue absolument impossible et nous éloigne du désir de pouvoir changer les choses. Je trouve ça vraiment extraordinaire parce que tu as l'air du dur de dur, mais tu es le plus romantique sur la politique d'entre nous. Vrai. Parce que dans les faits, là, Denis, tu le sais comme moi que la réalité du contexte politique actuel, c'est que les cycles sont extrêmement courts. Puis, on l'a tous vu passer, le mouvement politique de la Coalition Avenir Québec, qui ne devait pas devenir un parti qui l'est devenu. Faut qu'on se parle, qui ne devait pas devenir un parti politique, qui s'est fondu dans un... Non, mais attends, c'est justement ça qui nous a amenés où ce qu'on est. Non, mais Denis, moi, ce que je veux dire, c'est que quand même que toi, puis moi, puis François, puis quelques autres, là, mordus de politique, on sera là dans 6 mois pour dire à Catherine, puis à qui l'aura suivi, c'est pas ça que vous aviez dit. Ça changera rien, c'est la suite des choses. Moi, l'enjeu aujourd'hui, là, c'est est-ce que chacun peut, dans la démarche dans laquelle il est engagé, elle a choisi sa voie, puis la rejoindront ceux qui croient dans cette voie-là, puis d'autres vont choisir de le faire dans le PQ le temps qu'ils vont y croire. Faisons le bout qu'on a, puis ça se pourrait que les démarches se rencontrent, ça se pourrait qu'ils se rencontrent pas. Moi, là, j'ai le goût de dire, là, il y a quelqu'un qui a donné un grand coup, qui a renversé la table, puis, profitons du désordre pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis, je le sais, je vais être moi-même cynique sur ce que les gens ont dit, mais je pense que sur l'ensemble des gens à qui tous ces mouvements-là s'adressent, on est quelques-uns à avoir le nez collé dessus. J'ai 2 choses à dire par rapport à ça. On est tous d'accord ici pour dire que le problème du PQ, la dégringolade, la déconfiture du PQ actuellement est probablement due à un manque de cohérence chronique. On est d'accord. On est en train de reconstruire à partir d'un manque de cohérence. On continue, tous les souverainistes, à se battre à l'intérieur d'une incohérence, à redémarrer des nouvelles choses à travers les mêmes incohérences. Et sans se demander de quoi on a de l'air face à la clientèle cible, face à l'électeur normal, au monde normal qui nous regarde. C'est quoi l'image nette? C'est quoi l'impression nette laissée? Les souverainistes manquent de cohérence et se chicanent encore entre eux. Mais Denis, je suis complètement d'accord avec toi. Ce que je te dis, c'est qu'on va pas régler ça cette semaine. C'est un problème qui est profondément ancré dans le mouvement depuis bien longtemps, puis qu'on a besoin de quelque chose qui va s'inscrire dans la durée pour trouver notre chemin. Donc là, je veux dire, à partir de ce moment-ci, moi, j'ai pas le goût de trouver le chemin par lequel on va mettre Catherine Fournier en faute, ou Pascal Bérubé en faute, ou Jean-Martin Hossan en faute. Voilà. J'ai le goût qu'on trouve un chemin pour que pas dans 3 mois, pas dans 6 mois, que dans 3 ans, on ait un mouvement, quel qu'il soit, qui soit sa ligne de départ d'une élection, puis qui soit crédible aux yeux des gens. Puis ce mouvement-là, moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui peut faire un pronostic clair de ce que ça va être. Puis moi, ça me réjouit qu'on soit devant l'inconnu si on y va avec conviction, chacun de notre bord, avec la vision qu'on a, puis qu'on met nos idées sur la table. Je vais en rajouter une couche. Là. En plus, vous partez tous les deux sur l'idée d'un parti. Là, vous êtes 8 coups en avant. Puis j'ai ces mots en face de moi. Elle a parlé de réel rassemblement, de remettre sur pied un mouvement adapté à notre époque. Pour l'instant, là, si de un jour, dès demain, jusque dans les 3 prochaines années, elle m'arrive avec un mouvement, puis elle m'arrive pas avec un parti, elle a respecté sa parole, puis son mouvement, puis son geste est cohérent.
Tu ne pourras pas partir et faire partie d'un mouvement, même si tu avais Cossan, en étant au sein du Parti québécois. Là-dessus, elle s'est juste peinturée dans le coin si dans 4 ans, elle fonde un nouveau parti. Ce qu'elle dit pour l'instant, c'est qu'elle n'a pas le choix de revenir si elle veut continuer au sein du Parti québécois ou de QS. En tout cas, si Faut moi pas je suis un sous-entendre romantique, qu'elle veut faire un parti demain, là. si moi je suis un romantique, Clément c'est un punk. Non, mais c'est Ok. parce que je suis sérieux. Les médias ont beaucoup joué là-dessus. Et j'ai pas entendu beaucoup. Je comprends que. Puis c'est un peu ce que je peux. Je veux pas faire de reproches aujourd'hui, mais je demanderais aux acteurs politiques d'écouter ce qui est dit et non pas de toujours analyser, de faire des gestes sur ce qu'ils analysent et ce qu'ils pensent que l'autre veut faire. Ben Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'est faites cette semaine. Il y a eu beaucoup de colère dans le mouvement. Il y a eu beaucoup d'expressions basées peut sur se les comprendre. intentions, ça se peut se comprendre, sur ce qu'on pense qui se passe. D'ailleurs, lisons et écoutons ce que la personne dit, puis on la jugera après au fur et à mesure que les événements se dérouleront. Tu sais, moi, j'aimerais ça qu'on mette plus d'énergie à faire des hypothèses sur où s'en va le Québec, puis sur de quelle façon on pourrait améliorer les choses, que sur les intentions des gens dans notre mouvement et tout. On est dans le microscopique. Essayons donc de relever les yeux puis de voir qu'est-ce qu'on a à proposer en dehors de se regarder le nombril les uns les autres, là. Ouais, Parce que ça intéresse qui, ça? Ça intéresse quoi, cette Ben, c'est un peu ce que- Nous autres, là. C'est un peu ce que je vous disais tantôt. Tu sais. L'impression nette laissée n'est pas très belle. Maintenant, si on a à avoir un espoir là-dedans, moi, mon espoir, j'ai entendu Catherine Fournier en entrevue à Dominique Moret cette semaine. Elle était d'ailleurs excessivement nerveuse et laissait très peu de place à l'animateur. Elle a quand même mentionné dans sa vision, il était important qu'il y ait un virage pour qu'on fasse une place à la droite dans le projet indépendantiste. J'ai été très surpris d'entendre ça. Mais si elle le pense et si on y arrive, ben à ce moment-là, je serais obligé de saluer. Mais c'est peut-être ça son vrai plan. Peut-être qu'elle veut sortir, créer un mouvement, rassembler des gens qui sont plus Tu es économiques. en train de faire des hypothèses, là, François, sur ses intentions? Je fais une hypothèse, mais c'est puis non mais je vais pas l'accuser de faire ça. Je veux dire, si vraiment, puis ça peut être un chemin valable. Si tu crois en ces valeurs-là, tu veux recentrer le projet du Parti québécois, le projet de la souveraineté, tu vois pas que QS est une option pour toi. Toi, ce que tu peux faire, c'est, gars, je vais sortir du parti, je vais essayer de rassembler les gens qui sont souverainistes, mais qui sont plus de centre-droite. On va faire pression le plus possible sur le mouvement, puis vers l'élection, on va essayer de réunifier tout ça dans un seul parti, un seul mouvement. Ça peut être une vision très cohérente. Je suis pas d'accord sur la droite, mais ça peut être quelque chose de cohérent de sa part de faire ça. Pourquoi t'es pas d'accord sur la droite? Ben parce que moi, je suis un progressiste. Ben oui, mais là, c'est pas de ça qu'on parle. Vois-tu, là, tu viens de nous l'amener tu viens de nous le mettre sur le plancher. Écoute, c'est un des problèmes qu'on a de constamment vouloir faire l'indépendance seulement à gauche. Ça peut pas se faire comme ça. Tout ce qu'on a fait, c'est créer la CAQ de cette façon-là. Non, je suis pas d'accord avec ça. J'arrête pas de vous dire que la CAQ a gagné en allant sur des mesures progressistes cette année. Moi, je te parle de la création de la CAQ, je te dis pas de son Mais ils gain. ont quand même gagné, ils ont pris le pouvoir avec des mesures progressistes cette année aussi. T'sais. Moi, je pense que c'est pas en débattant de façon théorique de quelle voie on doit donner ou quel espace on doit donner à la droite puis à la gauche, c'est en faisant en sorte que tout le monde trouve une façon de se reconnaître dans le mouvement. Il y en a qui vont s'accrocher à ces repères-là, d'autres vont s'accrocher autrement. Tu sais, je vais revenir à ce que je disais tantôt. Aujourd'hui, le défi d'un mouvement ou d'un parti politique, c'est de réussir à rallier du monde et à donner envie à du monde de s'associer à eux autres. Puis c'est bien tout le défi que le PQ a aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus assez de monde qui ont le goût d'être associé à cette marque-là. Fait que là, le défi qu'on a, c'est pas d'essayer de dire on veut patcher ici, patcher là. C'est de reprendre l'affaire puis de se demander comment on fait pour donner le goût à des gens de venir jaser avec nous autres. On a écœuré les indépendantistes de droite jusqu'à temps qu'ils s'en aillent. Puis après ça, il y a une nouvelle option plus alléchante pour les indépendantistes de gauche qui est apparue. Il va falloir qu'on en prenne acte, hein? Non, moi, je porte vraiment en faux avec ce que tu dis, Denis. Je ne trouve vraiment pas que la voie passe par la droite. Anyway, la souveraineté, ça n'a aucun rapport avec la gauche et la droite. Ça a Je viens de dire ça, mais t'es pas d'accord pour qu'on invite non, mais c'est les parce que quand tu parles de indépendantistes de droite. souveraineté de droite, c'est quoi d'abord pour toi? Moi, ce que je dis, je parle pas de souveraineté droite. C'est ça l'erreur. Moi, ce que je dis, c'est que si on veut faire l'indépendance, il va falloir que tout le monde soit les bienvenus à la table. C'est ce qu'on dit depuis tantôt. Mais si on veut juste parler entre gauchistes, on va aller nulle part. Mais on va qui continuer à propose ça? chicaner Non, contre mais là- QS. On va continuer à chicaner contre QS. Les gars, permettez-moi de dire que cet axe gauche-droite-là
pour moi, là, je m'y reconnais pas. Puis je suis à la limite, Absolument. je pourrais dire que je suis d'accord avec vous deux ou avec aucun des deux, puis ça reviendrait au même. Moi, à la base, là, faut juste revenir au fait qu'un projet d'indépendance n'est pas possible si les gens n'ont pas confiance en eux d'abord. Puis pour avoir confiance en eux, il faut qu'ils se reconnaissent dans les formes que l'État prend autour d'eux autres, puis qu'ils n'ont pas l'impression que l'État veut faire à leur place ou que l'État décide en dehors de ce qui serait bien pour eux. Puis il y a des gens là-dedans qui s'associent au fait de « j'ai besoin d'espace puis de décider par moi-même », puis on associe ça traditionnellement à la droite. C'est ce que j'allais dire, belle vision de droite. Oui, mais je le sais, mais sauf que les gens ne le rationalisent pas forcément comme ça. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que les gens appellent droite ou gauche, la démarche dans laquelle on est, c'est une démarche d'empowerment des gens, puis de faire en sorte qu'ils aient confiance en eux, en leur État, aux moyens que l'État met à leur disposition, que s'ils veulent partir une entreprise, ils n'auront pas l'État dans les pattes, l'État va les aider, ainsi de suite. Fait que là, c'est-tu de droite, c'est-tu de gauche? Moi, le fil conducteur, c'est donner confiance aux gens. Quand ils vont avoir confiance en eux puis dans leur capacité de définir leur futur, ils n'auront pas peur dans la capacité de la nation à définir son futur. Puis on a les mêmes chaînes au poignet quand on a le débat sur le Parti québécois, parce que tout ce qu'on fait, c'est jaser d'un terme ou d'une étiquette ou d'un brand de parti. Puis j'ai très hâte qu'on commence à discuter, puis on peut en parler, nous autres, à ce moment-ci, des raisons de faire l'indépendance. Mais j'ai très hâte qu'on recommence à voir, puis je pense que c'est dans la voie où tu t'engages, Clément, qu'on recommence à revenir au niveau de l'idée. Parce que dès que tu commences à rentrer dans une dynamique de... C'est presque sectaire, c'est presque religieux. Catherine s'en va, donc il faut que je protège la marque du Parti québécois. Donc on les compte moi, donc je vais l'attaquer. Dès que tu n'es pas sur les enjeux, pourquoi il le fait, pourquoi nous on existe, je pense que c'est là que tu commences à égarer puis à rejeter les gens. Une des approches qui aurait été très positive, ça aurait été de parler le moins possible, d'ignorer le plus rapidement possible la démission, puis de revenir, comme d'ailleurs ils l'ont fait au parti avec Gabriel Lemieux, puis avec le message du parti entre guillemets, ça a quand même été les sorties sur le congrès, le chemin. Voici ce qu'on veut mettre de l'avant, voici le débat. Être revanchard, je pense que c'est vraiment pas une option dans les prochains jours. Moi, je vais être très, 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 très pratico-pratique. Là. On a annoncé puis là, ça reste à valider par le Conseil national, mais disons, l'intention, c'est de faire un congrès extraordinaire en novembre. Ça fait 8 mois, ça. Ça fait 32 semaines pour réinventer un parti qui a 51 ans puis qui a 20 ans de déclin derrière soi. OK? Fait que c'est tout un contrat qu'on entreprend. Là. Puis moi, je suis ravi que l'exécutif national mette la barre aussi haute. Mais ça veut dire que les jours sont comptés, puis que le temps de parole dont chacun dispose est compté. Fait que quand on prend du temps pour se demander c'est quoi les intentions de Catherine Fournier, puis est-ce qu'elle aurait dû rester puis pas rester, ça n'a plus aucun rapport avec l'avenir du PQ. Fait que ceux qui ont le goût de réfléchir à l'avenir du PQ devraient mettre ça de côté. Je suis complètement d'accord avec toi. Puis arrêter de commenter ça sur les réseaux sociaux, puis profiter du temps qu'ils ont sur Facebook, sur Twitter, en famille, autour de la table, autour d'une bouteille de vin, pour mettre en avant les idées inspirantes. Ce qui n'est pas inspirant, ce qui est du passé, ce qui est de la rancœur, puis ce qui est hargneux, là, on n'a plus de temps à perdre avec ça, parce que sinon on va rater notre échéance du mois de novembre. Puis à un moment donné, Denis, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Moi, ce que j'ajouterais, c'est que je vous écoute parler, puis je trouve que vous êtes des excellents péquistes, toujours à dire aux gens qu'est-ce qu'ils devraient faire. OK, mais ça sera sûrement pas notre épisode le plus inspirant. On est conscient de la situation de la semaine. Sais-tu, moi, là-dessus, je suis comme pas d'accord, mais là, c'est mon optimisme maladif, là. Mais infatigable. Oui, mais c'est parce que à un moment donné, là, tantôt je disais, je suis content qu'il y a une forme de désordre puis de point de non-retour. C'est une opportunité qu'on a. Après ça, on peut la prendre ou pas la prendre. Puis si on la prend pour juste brasser les affaires qui nous fâchent, ben non, ça sera pas inspirant tout ça. Mais si on est capable de retomber sous nos pattes, puis que dans une semaine, puis dans 2 semaines, il y a des gens qui prennent la peine d'écrire aux journaux, de partager des textes sur des blogs, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur ce qu'ils aimeraient que le PQ soit, plutôt que pour commenter tout ce qu'on vient de commenter. S'il y a des gens qui font ça, qui prennent la peine de dire « Bon, OK, c'est bon, c'est fini le chiolage, qu'est-ce que j'ai à proposer? » Puis qui se rassemblent, puis qui écrivent à 3, puis à 4, puis à 5, ça se peut que dans 2 semaines, on trouve que la vie du Parti québécois n'a jamais été aussi stimulante. Ouais. Ça se peut.
On s'en reparlera dans 2 semaines. Parce que, tu sais, au fond, c'est pas les véhicules qui sont importants. Puis ça, j'ai bien aimé, je pense que Catherine l'a elle-même souligné, c'est pas QS, c'est pas le PQ, c'est pas la CAQ qui sont importants. C'est d'arriver au pouvoir pour que tu améliores la vie des gens, puis que tu réalises des idées. Puis c'est pour ça que même moi, il y a des affaires, quand je vois la CAQ, que je suis satisfait, puis je fais « Ah, ils réalisent des choses où je suis en accord et je suis content. Je ne vais pas cracher sur un parti qui fait des choses qui sont bonnes pour le monde. Je suis pas d'accord avec tout, mais je vais au moins célébrer les choses que je trouve bonnes. » Puis si aujourd'hui on est souverainiste, on est progressiste, pas tout le monde, puis c'est correct si on ne l'est pas, là. Mais si tu veux avoir des idées puis tu veux les pousser, ben ça passe encore par des partis politiques. Là, pour l'instant, il y a la CAQ qui va, comme je disais, nous rendre satisfaits sur les affaires quand on est nationaliste, c'est bon. Pour le reste, si on est progressiste, on veut pousser les climats, on a des enjeux, des sujets, ben c'est le temps de revenir à la base, là. C'est le temps, là, en ce moment. On est à 3 années d'une élection, là. Mais il faut recruter, tu amasses des fonds, tu formes des organisateurs terrain, tu fais du porte-à-porte, des appels, puis tu investis après ça les postes clés de la société civile comme tu peux, puis après ça, tu investis un parti. Puis c'est comme ça que tu t'amènes au pouvoir, puis que tu crées un mouvement. Puis tu sais, si vraiment Catherine veut faire, ou Ossan veut faire l'indépendance, bien, ça va leur prendre un parti, puis ça va leur prendre un think tank, puis ça va leur prendre un lobby qui va faire pression dans la société civile. Ça va pas se faire juste en parlant de souveraineté, d'incanter le mot comme si c'était une solution à tout, là. Quand Ossan est revenu au Parti québécois, les gens ont questionné ses motivations. Puis on se retrouve quelques mois après, puis il nous a assuré à ce moment-là que le Parti québécois était le meilleur véhicule. On se retrouve quelques mois après et toute la situation a beaucoup changé, puis il s'en va complètement ailleurs par rapport à ça. La lecture... Non, mais ouais, en tout cas, on va le savoir bientôt. La lecture qu'ils font aujourd'hui c'est la lecture d'exactement le même livre. Fait que pourquoi la compréhension, l'interprétation qu'il en faisait il y a 5 mois est complètement rendue différente? Ou ce que je vous dis par là, c'est pas pour revenir sur le passé puis dire t'as eu tort ou quoi que ce soit, c'est que l'image que ça laisse, c'est l'image de gens incohérents. Puis Ossan est rendu pris avec ça, lui aussi. Ossan n'a pas démontré beaucoup de cohérence, puis il n'a pas gagné grand-chose dans le passé. Il va être brûlé si on continue encore à constamment se changer d'idée sur les éléments qu'on mettait de l'avant là, quelques mois avant. T'sais. Mais sais-tu quoi, Denis? À ce moment-ci, ça m'importe peu. Franchement, puis tantôt tu disais, puis c'est un bon point, on peut donner l'impression, là, quand on jase, de dire aux gens quoi faire, puis quoi pas faire. Moi, mon point, c'est précisément l'inverse. Je répète, je me réjouis qu'on soit dans une phase de désordre, puis que moi, Catherine s'en aille, puis il y en aura peut-être d'autres, puis il y aura peut-être des gens qui vont soumettre des textes, qui vont foutre le bordel. Là, aujourd'hui, moi, je fais l'hypothèse qu'on a plus de chances de trouver la voie dans un peu de désordre, parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui vont devenir à l'évidence inutiles, puis d'autres choses qui, à l'évidence, vont se révéler être porteuses puis stimulantes pour les gens, puis on va les ramasser en cours de route. Mais pour ça, il faut laisser un peu le désordre s'exprimer, puis il faut arrêter de réagir à la moindre chose que quelqu'un dit, écrit, etc. Mais là laissons les gens respirer. Quand tu dis ça, Clément, tu parles concrètement de réactions précises. Tu as en tête des réactions précises de personnages clés dans le parti. Là. Tu dis, cessons de réagir sur le coup, cessons de nous laisser porter par la rivière Twitter, par exemple, et laissons les gens parler un peu, mettons-nous en mode écoute et essayons de construire. Mais je pense que ces choses-là, si on veut les mettre, on veut les adresser, il faut les adresser avec des noms, il faut les adresser très clairement. Il faut arrêter de parler vaguement, faire une espèce de vague booking de tout ça, parce que de cette façon-là, ça ne bougera jamais. Puis c'est pour ça que je suis très sévère et précis par rapport à mes différents éléments. C'est parce que si on le fait encore dans une expectative bon enfant, on n'avancera pas. Ouais, ben tu sais, écoute Denis, moi j'ai choisi, en tout cas pour le moment, à tout le moins, là, d'éviter de pointer des gens, pas parce que je suis pas capable de leur passer les messages directement,
j'ai tendance depuis plusieurs jours, plusieurs semaines à écrire directement aux gens quand je suis pas d'accord avec ce qu'ils font. C'est quoi les réactions que t'as? Ah ben oui, là, ça c'est sûr que pour le moment, on peut pas dire que les gens à qui je m'adresse au Parti québécois sont très réceptifs des commentaires qu'on peut leur faire. Puis je peux comprendre, mais il va falloir à un moment donné qu'ils changent d'attitude puis qu'ils reconnaissent qu'il y a des gens qui veulent le bien du mouvement puis qui le veulent en exprimant quand ils trouvent qu'il y a des choses qui ne vont pas bien puis que ça sert à rien de les virer de bord comme une crêpe. Ouais, je suis pas sûr que ça sert à quelque chose de donner leur nom publiquement. Non, c'est ça. Fait que moi je vais continuer à le faire puis je comprends que pour certains je vais devenir le caillou dans le soulier. Puis, ben, j'assume que ce que je te dise, moi, j'ai choisi de me retirer des instances. Si c'est pour pas avoir le droit de m'exprimer quand j'ai le goût de m'exprimer, ça sert à rien. Non, ça, on est d'accord. Fait que je vais continuer à le faire. Puis ceux qui veulent m'entendre, m'entendront. Puis ceux qui n'ont pas le goût de m'entendre, ben, je veux dire, ils savent quoi faire avec les courriels, ils les jetteront. Ouais, mais en tout cas, il reste une chose, c'est que cette espèce... Puis là, on entend l'argumentaire sur l'importance de ne pas diviser le vote encore. C'est exactement le même argumentaire qu'on entend contre Catherine. C'est quoi? Si on est pour diviser le vote, j'aime aussi bien qu'on le fasse maintenant que plus tard. Attendez, le contre Catherine ou contre Clément? Je suis sérieux, là. Est-ce qu'on dit ça à Clément? Ah, non, ben là, c'est parce que c'est un discours global. Je fais référence, par exemple, au blog d'Élysée cette semaine, où ce qu'il disait, il essayait de faire la démonstration que c'était important, que là, le mouvement, le geste de Catherine n'était qu'un geste diviseur qui était incohérent par rapport au fait qu'elle réclamait l'unité des souverainistes, comme si cette unité-là n'était possible que sous le PQ. C'est un discours complètement dépassé qui rebute encore plus. Puis nous autres, c'est parce qu'on est là, puis moi, je pense que, tu sais, analyser les tweets faits par un puis par l'autre, là, on est à peu près 14 à faire ça. Mais cela dit, ça crée un effet d'entraînement, puis on peut pas dénoncer ce que sont devenus les réseaux sociaux puis entretenir ces contenus-là. Fait que, tu sais, moi, quand je vois Jean-François Lisée, qui passe à Tout le monde en parle, qui publie le lendemain sur son texte en réaction au départ de Catherine, un texte qui dit qu'il ne faut pas se diviser, que ce tweet-là est répercuté par Stéphane Bergeron, puis que ce tweet retweeté par Stéphane Bergeron est retweeté par Pascal Bérubé, puis qu'après ça, il y a 50, je sais pas, je peux pas aller voir le chiffre, puis qu'est-ce qu'il a redit? On se parle entre nous autres, là. De quoi on parle? On peut-tu mettre nos énergies à donner de la visibilité aux bonnes idées à la place de tourner en boucle des messages qui s'adressent à personne, au fond? Fait que finalement, on nomme des noms. Mais... non, mais écoute, depuis 2014, le PQ a parlé juste du PQ, puis je veux dire, c'est exactement ce que vient de dire Clément, puis on l'a encore fait cette semaine. Ils sont où, les positions, puis les... Tu sais, en ce moment, surtout si on va dans un processus où on s'en va à un congrès extraordinaire, normalement, là, il devrait y avoir des clans qui se font pour pousser des positions plus à droite, puis une position plus à gauche progressiste, puis peut-être une fusion avec QS, peut-être un sabordage. S'il n'y a rien de ça qui se fait, c'est parce qu'on est à la mort clinique déjà. Tu quoi, moi, ce que j'entends, c'est pas ça pantoute. Ce que j'entends, c'est uniquement un discours autour de la marque. Puis là, je fais mon marketeur 5 secondes, mais c'est tout ce que j'entends. Puis c'est pas ça qu'on devrait entendre normalement. Ça, c'est intéressant. Puis faisons, puis je vais faire, Denis, tu le dis, je vais faire mon PQ 5 secondes puis dire quoi faire. Mais là, moi, j'ai donné 7 ans de ma vie au PQ. Là. J'ai déjà donné, puis je pense que j'ai ma part de responsabilité. T'as été payé pendant un bon bout. Pendant où le PQ est rendu, j'ai ma part de responsabilité. C'est à d'autres personnes de s'avancer sur le terrain maintenant puis d'aller dans les instances. Mais si j'avais encore envie de vraiment m'impliquer puis je n'avais pas donné ces 7 ans-là, j'essaierais justement de commencer à m'organiser avec mes amis, mes collègues pour m'assurer que ces positions passent dans la plupart des instances dans les régions. C'est ça qui est le vrai débat. C'est pas réellement de savoir t'es pas fin que le PQ, c'est le PQ qui est le bateau, le grand vaisseau amiral. On s'entorche du PQ. C'est quoi les positions que tu veux pousser? Et comment tu veux utiliser le véhicule qui est le PQ pour les prochaines années? C'est excessivement intéressant ce que tu viens de dire parce que ça touche le cœur de ce que c'est aujourd'hui une vraie marque. Faire une image de marque aujourd'hui, ce n'est pas un logo, un nom et un slogan. Faire une image de marque aujourd'hui, ça se fait dans la cohérence et dans le positionnement de tes valeurs, dans l'affirmation de tes valeurs. Le why. Tu te souviens du marketeur qui avait sorti le why de Apple, qui disait que Apple, l'idée derrière Apple, c'était de challenger les normes sociales puis le statu quo. Puis ils vendent juste des ordinateurs, mais il fallait qu'il y ait une espèce de valeur intrinsèque ou de message passé derrière. Es-tu en train de nous dire que Apple a plus de profondeur que le PQ? Ben,
crime. C'est quoi justement la valeur intrinsèque du parti? Puis justement, quand j'écoutais Jean-François Lisée, puis là, on va peut-être boucler la boucle avec le début de Lisée, tout le monde en parle, il disait que c'était évident, je me souviens plus des termes exactement, mais c'était évident dans son esprit que si tu étais souverainiste puis tu étais légèrement progressiste ou centre-gauche, pour lui, c'était un no-brainer que tu allais au PQ. Tout autre moyen pour faire avancer ces idées-là sans passer par le PQ, ça computait. Il comprenait vraiment pas. Puis je trouve ça intéressant. Je donne pas un reproche, je fais pas un reproche, mais je veux juste souligner que c'est pas à cause de ta marque, puis simplement juste l'énonciation du mot souveraineté ou juste l'énonciation du mot Parti québécois que soudainement tu rassembles des gens. Je le répète, les gens vont pas militer et donner de l'argent à cause que c'est Bernie Sanders. Ils vont y donner du cash à cause de ce qu'il dit, à cause de ce qu'il promet, à cause des valeurs qu'il n'arrête pas de mettre de l'avant. Moi, là, tu sais, de ce que tu dis, là, il y a une affaire qui est un piège dans lequel le PQ est tombé à répétition depuis longtemps, puis Jean-François, effectivement, l'a bien illustré, c'est que quand on tient pour acquis des gens, on se trompe, en général. Puis ça, c'est vrai pour les gens qu'on tient pour acquis qui vont être avec nous, puis c'est vrai pour quand on tient pour acquis les gens qui sont pas avec nous. Puis là, au risque de répéter quelque chose que j'ai déjà dit dans un autre épisode, le PQ ne réussira pas à se remettre sur les rails tant qu'il ne se mettra pas comme objectif de recommencer à convaincre dans la région de Québec. Tu ne peux pas dire que tu vas bâtir un mouvement national qui aspire à prendre un pays en faisant une croix sur la capitale nationale. Impossible. Mais j'ai envie de te dire qu'on devrait mettre une croix sur aucune région, by the way. Mais non, mais oui, ben je sais, d'accord. C'est juste que je prends celle que, depuis des années, même quand on a dit qu'on le faisait pas, ça fait 20 ans qu'on a concédé la région de Québec, là. Puis plus on dit qu'on le fait pas, plus on fait le contraire. Fait qu'il va falloir qu'on mette les objectifs aux bonnes places puis qu'on se dise qu'on ne peut plus rien tenir pour acquis et on ne doit plus rien tenir pour acquis. Ouais, puis virer ça du bord que vous voulez. En ce moment, moi, ça fait longtemps que j'ai comme thématique la montréalisation du Parti québécois. Là, on a un sérieux problème. Il n'y a plus de députés dans la région de Montréal et on a un exécutif exclusivement montréalais. Mais des députés en région, ça crée une déconnexion? Ben, c'est évident. Il va falloir que Jean-François Lisée se décolle le nez de son personnage de stratège. Là. Je vous écoutais. T'es sûr que c'est un personnage? Ah, il le met de l'avant d'une façon, je te dirais, plus ou moins habile. Le problème est que ça a été habile quand c'était nouveau. Maintenant, je pense qu'on commence ça commence à être du passé. On commence à l'avoir compris. Tu sais, de constamment chercher à raisonner les électeurs. Si ça marchait, là, on le saurait parce que là, c'est probablement la seule stratégie que j'ai vue au PQ depuis longtemps. Essayer de les expliquer aux gens pourquoi ils ont tort et pourquoi le PQ a raison. En tout respect, vas-y. Le parti est allé avec la rétention d'informations, avec en faisant la promotion de la ligne de parti depuis des années. Puis moi, c'est la seule chose que j'ai vue au PQ depuis que j'y suis. Puis ça, là, je veux dire, Jean-François Lisée qui revient puis qui, encore une fois, essaie de nous faire filer de chips parce qu'on va diviser le vote. Et je m'excuse, là, mais c'est rebutant. En tout respect pour le travail que Jean-François a fait, il a pris le parti à un moment qui n'était pas évident, il a fait un travail qui n'était pas évident, il a fait des erreurs, il a fait des choses. Il a eu sa chance, on l'a essayé, c'est correct, ça remet pas en question son talent puis l'énergie qu'il a mis à ça, mais on peut-tu parler d'autres choses puis donner la voix à d'autres personnes? Mais ça, moi, je ne comprends pas que comme parti, puis je m'en exclus pas, là, puis tous ceux qui y croient, puis tous ceux qui y ont cru, comment c'est possible que 6 mois après le 1er octobre, le premier à présenter un bilan puis une tentative d'explication de ce qui s'est passé, c'est Jean-François qui a déjà eu l'occasion de le faire, puis au moment où on devrait adopter un autre point de vue pour essayer d'autres choses, c'est à lui qu'on donne la parole. On tourne la page, on passe à d'autres choses. Et voilà, très bon. C'est effectivement un gros problème. Puis quand je parle de perte de d'incompétence, ben Christy, on n'est pas les maîtres de notre communication. C'est le terrain et le territoire est abandonné. Puis il y a des gens qui l'occupent puis qui disent pas ce qu'on aurait envie qu'il soit véhiculé. Okay, alors moi, appel à l'action. Voilà, appel à l'action, François. Moi, je dis dans les prochaines semaines, ceux qui veulent être constructifs sur la démarche,
résistez à la tentation de faire suivre sur les réseaux sociaux, dans vos conversations et tout, des messages qui nous amènent à tourner en rond, puis choisissez donc plutôt de partager ce qui nous amène ailleurs. C'est une forme d'engagement concrète, simple, qui se fait au quotidien. Je veux quand même attaquer la question de front, parce que chez les engagés, je pense qu'on veut faire une démarche honnête. Est-ce que nous, on participe en ayant cette discussion-là à ce tournage en rond-là? Ben, je veux dire, là, on est en train d'essayer de la disséquer pour voir... Pour aller ailleurs. Pour aller ailleurs. Fait que moi, j'ai pas de mal à ce qu'on le fasse aujourd'hui. Mais après aujourd'hui, moi, je vais essayer de consacrer mes énergies à d'autres choses qu'à ça. Mais il faut le faire. Là, aujourd'hui, il faut le dire que c'est indispensable de passer à d'autres choses, de changer d'attitude, puis de choisir de regarder ce qui nous amène ailleurs. Mais tu sais, mon point par rapport à ma réponse, François, c'est tantôt, j'étais peut-être inutilement baveux en vous disant vous êtes des excellents péquistes parce que vous êtes là à dire aux gens ce qu'ils devraient faire. C'est un peu, j'en profite pour faire le pont avec ta question, c'est que les discussions ont lieu, qu'on le veuille ou pas. Se mettre en mode écoute, c'est ça. Fait que si ce moment-là est incontournable et nécessaire, pour utiliser des mots que Clément affectionne, acceptons-le, puis arrêtons de constamment, lorsqu'ils ont besoin de décanter, de ventiler, leur dire qu'est-ce qui en réalité, sur quoi ils devraient plancher. Là, en ce moment, il y a des gens en place, il y a des responsabilités qui sont pas assumées comme ils le devraient, puis d'être imputable et être responsable, c'est aussi un chemin qui va nous amener vers une cohérence et un retour vers la crédibilité. Fait que si je vous comprends bien tous les deux, au point où on est rendu, on a crevé l'abcès de ce qui s'est passé cette semaine, puis des sorties de Jean-François Lisée. La question maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire sur l'échiquier politique qui est en train de changer. Chacun et chacune, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut faire dès 2022 au pouvoir, puis par quel véhicule on peut pousser ces enjeux-là ou accéder au pouvoir. Puis ceux qui croient que le Parti québécois est un véhicule à investir pour arriver soit à l'opposition officielle ou soit ultimement, je ne sais pas, au pouvoir dans quelques années ou dans 10 ans ou dans 15 ans, bien, ils devraient l'investir tout de suite pour prendre le contrôle du Congrès. Je vous ai-tu bien compris? Écoute, je sais pas si l'angle c'est prendre le contrôle du Congrès, mais c'est certainement de mettre des idées sur la place publique pour essayer qu'on sorte des ornières dans lesquelles on est depuis trop longtemps. Est-ce qu'on est pris là-dedans à cause des... en tout cas, je vais faire un blâme, je vais l'assumer. Là. Est-ce qu'on est pris là-dedans à cause des médias sociaux puis des médias? Est-ce qu'un post, Clément, tu fais un billet de blog sur une belle valeur, je sais pas, tu pousses le climat, il faut que ce soit la nouvelle priorité du PQ après l'indépendance. Il va y avoir 2 lectures, puis ça va avoir aucune espèce d'influence. Tu vas avoir passé 15 heures à l'écrire. Puis si tu chantes avec le PQ, là, tu vas avoir plein de vues, puis là, tu vas avoir un impact. Moi, je suis pas d'accord pour dire que c'est la faute des médias sociaux. Là. C'est quand même un outil et des médias, entre les mains d'individus. Je pense que ce sont des outils extraordinaires qui nous permettent aussi de véhiculer les éléments positifs. C'est ce qui nous permet de réseauter, c'est ce qui nous permet de nous mettre en commun et d'avoir cette discussion-là qui est beaucoup plus large qu'aurait pu l'être par le passé. On a une tendance un peu fâcheuse à constamment pointer les éléments qui fâchent et les éléments qui génèrent de l'émotion. Il y a un engagé public qui nous a parlé de la stratégie de l'émotion dernièrement qui était plutôt, je te dirais, assez pertinent par rapport à cette réalité-là. Moi, j'en appelle beaucoup plus à une responsabilisation qu'à une stigmatisation des médias sociaux. Clément, est-ce que tu perds ton temps à parler de ça? Revient peut-être au même, ce que je viens de dire, cela dit. Écoute, moi je pense que les médias sociaux aujourd'hui sont à la fois une partie du problème, mais peut-être que Denis a raison que c'est dans l'utilisation qu'on en fait, mais je pense surtout qu'ils sont potentiellement une partie de la solution parce que si on se met à réfléchir comme il faut à comment ils nous amènent à se définir comme on se définit aujourd'hui, puis qu'on comprend qu'on pourrait les utiliser pour se définir autrement,
puis à s'en servir pour faire rayonner d'autres aspects de nous-mêmes, je pense que ça peut nous aider à penser autrement. Puis un exemple sur un thème qu'on évoquera peut-être plus tard dans le suivi de l'actualité, mais il y a bien des indices aujourd'hui, puis il y a eu un vote sur le Brexit aujourd'hui encore au Royaume-Uni sur aujourd'hui. On voit bien les conséquences des réseaux sociaux sur des votes comme des référendums. On est obligé de se demander comment nous, on redéfinit un moyen d'accéder à l'indépendance dans un univers où les réseaux sociaux ont l'influence qu'ils ont aujourd'hui. On ne peut pas réfléchir la question de l'accession à l'indépendance du Québec en dehors d'une réflexion sur les réseaux sociaux. Et voilà. Fait que je ne suis pas capable de dire que c'est un problème, mais il faut qu'on refasse la réflexion sur notre chemin d'accession à l'indépendance en tenant compte des réseaux sociaux. Puis moi, ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, disons depuis 5 ans, on va s'arrêter là comme champ, on n'a pas su les mettre au service de notre cause. D'autres s'en sont servis beaucoup mieux. Puis là, ben, on a 8 mois pour essayer de trouver une autre façon de faire. Puis c'est pas cette semaine qu'on a montré qu'on avait une grande sagesse là-dessus. On a du rattrapage à faire. Mais oui, sinon, on va encore parler du maudit scandale SNC-Lavalin. Puis on va essayer de se concentrer sur ce qui est quand même intéressant. Il y a eu encore beaucoup d'éléments. Par exemple, le premier ministre lui-même a adressé la situation. C'était expliqué le 7 mars dernier en point de presse, puis c'était près d'1 mois après le début du scandale. Il s'est présenté devant la presse pour leur dire que selon lui, il n'y a pas eu de pression inappropriée. Il s'interroge maintenant sur l'idée de séparer le rôle du ministre de la Justice et du procureur général, puis il veut consulter des experts pour analyser la chose. Son ancien conseiller et ami Gérard Botts affirme que devant un comité parlementaire en passant, que la démotion de Wilson Raybould n'était pas liée à SNC-Lavalin, sans trop expliquer à quoi c'était lié. Intéressant, Sheila Copps a affirmé que la crise SNC-Lavalin s'était alimentée, selon elle, par un sentiment anti-Québec. Et évidemment, les conservateurs sont encore sur le dos de Trudeau sur le sujet. Ils ont d'ailleurs lancé un site web qui est une page de captation de noms là, pour entre guillemets, faire pression sur le gouvernement Trudeau, le site appelé laissez-la-parler.ca. Denis, toi qui suis attentivement ce sujet, est-ce que c'est vraiment un sentiment de Québec bashing qui alimente la crise SNC-Lavalin? Il y a certainement un petit fond. Un petit peu, ouais. Mais je pense pas que ce soit aussi fort que certains. Encore là, je pense que certains essaient d'utiliser ça pour essayer de jeter de l'huile sur le feu. J'y crois plus ou moins à cet aspect-là. Cela dit, je veux juste faire remarquer que pendant qu'on se chicane puis qu'on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe au PQ, qu'est-ce qui se passe? Ben, on s'intéresse pas à une crise qui est beaucoup plus intéressante qui est celle-ci. Ouais, ça c'est pas faux, hein. Clément? Ah, écoute, moi, je me suis intéressé à ça au début, puis tout ça m'a rappelé que je me sens tellement loin de la politique fédérale que j'ai beaucoup de mal à m'intéresser à tout ça. Mais ça, c'est quand même intéressant. Pourquoi tu penses que tu te sens loin de la réalité canadienne là-dessus? Ben, écoute, dans la réalité, peut-être qu'il y a une part de responsabilité de mon côté de ne pas m'être intéressé beaucoup puis à peut-être mal connaître les acteurs dont il est question. Mais tu sais, moi, la plupart des gens dont il est question dans cette histoire-là, j'ai découvert un peu qui ils sont à travers les premières semaines. J'ai trouvé ça intéressant de découvrir des personnalités que je connaissais pas. Mais à partir du moment où ça tourne en rond, puis où on est plus dans l'impression de figure imposée d'une période électorale qui s'en vient à l'automne, moi je perds beaucoup d'intérêt, puis c'est ça, j'ai pas grand-chose à ajouter. Moi, je te cacherai pas que je connaissais pas beaucoup Jody Wilson-Raybould avant que la crise commence. Ce que je trouve intéressant de mon côté, c'est quand même que on a peu expliqué ou compris pourquoi l'ancien ministre de la Justice hésitait on le sait toujours pas. À utiliser le processus normal de réhabilitation, ce qui laisse place à une espèce de discours de conspiration que c'est contre le Québec. Ça a l'air de ça en tout cas, mais elle n'a pas très bien expliqué pourquoi on n'aurait pas juste suivi le processus normal. Fait que là-dessus, je peux comprendre un premier ministre qui, outre
qui a clairement, apparemment exprimé, ou son équipe a clairement exprimé qu'il fallait utiliser le processus de réhabilitation parce que lui était au Québec et dans un comté au Québec, ce qui est ça de l'influence, c'est clairement malhabile. Mais mis à part ça, je peux comprendre que si c'est le processus normal, ben une entreprise du Québec vous devrait suivre le même processus qu'une entreprise de l'Ontario. Mais tu sais, moi, la réflexion que je me faisais cette semaine, c'est là où j'ai comme un mal. En plus du désintérêt, j'ai comme un malaise dans cette histoire-là. C'est qu'on découvre comme que, tu sais, c'est difficile d'être très attaché puis à la défense de SNC-Lavalin, là. Puis là, on dit c'est un fleuron. Ben oui, c'est ça, exactement. Fait que là, tu sais, on dit oui, c'est un fleuron québécois, les 9000 emplois et tout, mais tu sais, là, je suis pas très vieux, mais quand j'avais 15 ans, 20 ans, là, ces grands fleurons-là, là, on en était fiers sans réserve. Peut-être que c'est une belle époque de candeur où on pensait que tout le monde était beau puis que on vivait dans des prés fleuris puis on était à l'abri des magouilles puis etc. Peut-être qu'il y avait de la candeur à l'époque puis qu'aujourd'hui on est juste passé à l'âge adulte puis qu'on voit que des affaires internationales, ça se fait juste en faisant des affaires croches. J'ai pas le goût de vivre là-dedans, tu sais, je sais pas, mais il me semble que moi, quand on plaide en disant SNC-Lavalin mérite d'être sauvé autant que Siemens ou Alstom qui a fait bien pire ailleurs, puis les emplois, vous comprenez, moi, j'ai pas le goût de mettre mon attention politique sur ces affaires-là. Je dis pas que c'est pas important, mais moi, au quotidien, là, j'ai choisi de quitter Facebook parce que ça me mettait dans des situations que j'aimais pas. Je vais choisir de mettre mon énergie ailleurs. Écoute, moi, j'aime beaucoup la position du Bloc québécois à cause de ça. Parce qu'on ne met pas l'accent sur l'entreprise elle-même, on met bien l'accent sur la protection des emplois québécois. Parce qu'il faut se le dire quand même, il y a beaucoup de gens qui sont des travailleurs ici, qui paient des impôts ici, puis qui ont des familles ici, qu'eux autres, qui n'ont pas donné de pot de vin, là, tu sais. Puis, mis à part ça, c'est l'élément 1. Ben, l'élément 2, c'est que passé ça, il y a peut-être des lois à changer. Il faudrait voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'à l'avenir, ça n'arrive pas, puis qu'on essaie de décourager les entreprises de s'engager dans des processus comme ça. Fait que ça aussi, moi, en tout cas, ça m'inspire à, au contraire, changer les choses pour qu'à l'avenir, on ne se ramasse pas encore dans une situation comme ça. Mis à part... Bravo. Bravo. Moi, c'est pas sur ce plan-là que je vais être engagé les prochains mois, mais je suis content de savoir que d'autres vont le faire. Mais à part ça, je voulais quand même revenir, c'est parce que c'est le genre de tactique que je connais bien. Je voulais revenir sur la tactique des conservateurs qui disent, entre guillemets, qu'ils lancent un site web pour faire pression sur le gouvernement Trudeau. Puis j'écoutais des commentateurs cette semaine dire « Je comprends pas là, pourquoi ils font ça. Là. Je suis pas sûr que ça va avoir un effet. » Voyons donc, Simonac. Mais y a-tu vraiment des... Oui, il y a des gens qui comprennent pas pourquoi... Enfin, qui comprennent pas c'est quoi l'Internet en général. Là. Mais ici, il faut être très clair, c'est juste une stratégie, une tactique de captation de données dont l'objectif, c'est de gober, de savoir qui est d'accord avec nous autres pour après ça les activer, puis sûrement les intégrer, les pousser à être sur le terrain, les inviter à faire un don. C'est simplement pour les utiliser pour la suite, puis c'est un peu le sujet dont on a eu la semaine passée avec Léo Bureau-Blouin sur Sanders qui a essayé d'avoir 1 million de signatures à son lancement. C'est pour faire une force de frappe, mais sur le terrain. Éventuellement, quand tu ramasses 1 million de signatures, ça fait une pas pire pression politique. On peut s'entendre que c'est le cas. Mais ici, les conservateurs cherchent juste à faire de la captation en vue de l'élection, puis rien d'autre. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre les nouvelles cette semaine, c'est le temps de votre moment et de votre segment favori, le trop long pollu. Alors, il s'est passé quand même d'autres choses que Catherine Fournier qui a quitté le PQ. Les gars, je ne sais pas si vous le saviez. Oui, heureusement. Oui. J'ai hâte de savoir. Mais moi, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui attire votre attention. Du côté de l'environnement, on a l'ex-président du BAP qui conseille maintenant une minière pour les aider à échapper au BAP. Alors, tout va bien dans le meilleur des mondes. Le ministre de l'Environnement du Québec et du Canada, qui sont respectivement Benoît Charette et Catherine McKenna, soutiennent les étudiants qui vont faire une manifestation vendredi pour faire pression sur le climat. Il y a un documentaire à Télé-Québec également sur la langue chez les jeunes qui était assez déprimant, l'état de la langue
au Québec, chez les jeunes, ça va pas bien. Allégation également d'infraction criminelle chez le DG de la SQ, Martin Prudhomme, a été suspendu. Denis, je ne sais pas si tu vas nous en parler. Martine Ouellette va lancer, on l'a dit plusieurs fois, son nouveau magazine, Oui, je le veux. Elle a aussi profité cette semaine pour faire quelques commentaires. Pour elle, Yves-François Blanchet au Bloc québécois, et je cite, c'est un bof pour Martine Ouellette. Peut-être que tu vas en parler. Il y a aussi Valérie Plante qui va obliger les promoteurs à faire du logement social abordable familial en 2021. Parlant de municipal, malheureusement, soulignons que M. Labaume a révélé qu'il y avait un cancer, donc on lui souhaite un prompt rétablissement, qu'il fasse ce qu'il doit faire, prendre le temps qu'il faut et qu'il revienne en force dans la belle capitale. Suivi de la veille des maternelles 4 ans, les CPE, eux, crient au pillage de ressources. Québec va louer des millions de dollars pour l'achat de maisons classes à Montréal, à Laval, pour réaliser des maternelles 4 ans. Et on commence à voir dans l'actualité qu'il y a des maternelles 4 ans qui vont être prêtes dès l'automne, dont par exemple 30 maternelles en Outaouais. Du côté d'Ottawa, Ottawa a commandé une enquête nationale sur l'extrême droite. Facebook veut mettre fin aux messages anti-vaccins. Mélanie Joly, elle est toujours vivante, oui. Elle va lancer un vaste chantier pour moderniser la loi sur les langues officielles. L'ancien candidat péquiste et professeur en droit à l'Université de Sherbrooke, Guillaume Rousseau, va conseiller la CAQ en matière de laïcité. Et pour terminer ma liste d'épicerie, le NPD a nommé Alexandre Boulris comme chef adjoint. Denis, je te passe la POC. Qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine? Je suis content premièrement de constater que je suis rendu le spécialiste attitré de Martine Ouellette. Ça, c'est mon premier commentaire. Mon deuxième commentaire est surtout, moi, ce que j'ai retenu, c'est l'arrivée de Guillaume Rousseau à la CAQ. Un autre traître. Voilà. Je niaise, évidemment, en disant ça. Ben oui, je le sais, mais on l'a entendu. On l'a entendu. Cette semaine, il y en a eu des traîtres. La liste s'est allongée. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle pour le Québec. C'est pas pour rien qu'on l'aime, Guillaume Rousseau. Là. C'est parce que c'est un individu d'une intelligence remarquable qui travaille, qu'on me dise qu'il s'en va travailler pour le bien de la nation. Ça me fait plaisir, je suis content de ça. C'est quoi qu'on veut, là? C'est quoi ultimement qu'on veut? Moi, le discours sur les vire-capot m'écoeure profondément. On veut-tu absolument avoir raison, absolument être dans notre partisanerie, ou on veut avoir du succès comme nation? Puis je pense que c'est la nature de notre propos depuis tantôt, les gars, by the way, cette réalité-là. On a l'air de s'estimer, mais au final, c'est tout ça qu'on veut. Mais c'est important. C'est un jeu, hein? We are acting right now. Ben oui, c'est sûr. Là. Moi, je n'avais qu'un objectif ce soir, c'était de faire fâcher Clément Laberge. Encore une fois, j'ai échoué. Ouais. Non, je sais. C'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini. Gars, je vais m'essayer avec celle-là. Cela dit, j'aimerais ça vous amener un petit peu ailleurs, puis c'est quand même en continuité avec ce qu'on a dit tantôt. J'ai un avertissement à faire à la CAQ. Dernièrement, on a vu de nombreux reculs de la CAQ. On a remarqué là, puis ces reculs-là commencent à peser très lourd sur leur image, à mon point de vue. On voit entre autres là, qui font pas le poids contre le fédéral, puis qui se font manger bien raide à ce point de vue-là. Moi, je veux rappeler à la CAQ qu'elle a été élue pour le changement, et son image de nouveau parti actuellement s'effrite à grande vitesse. En fait, là, j'ai l'impression de voir Pourquoi tu dis ça? Pourquoi il s'effrite? Ben justement, parce qu'on est face à une série de reculs, on est face à une stratégie de communication qui ressemble beaucoup à ce que l'on voit chez les vieux partis. J'ai l'impression des fois d'être devant le vieux PQ en réalité, là, où on manque de cohérence. On a comme un PQ2 dans la façon de faire, évidemment, hein, parce que là, on n'est pas dans l'indépendance et dans la souveraineté, où on manque de cohérence en cherchant à contrôler l'information, comme à l'époque des communications traditionnelles. L'image qu'aurait pu profiter la CAQ de nouveaux partis est de plus en plus fragile par rapport à ça. Puis je les avertis parce qu'ils vont se faire la même job que le PQ s'est fait faire par rapport à ça. La seule remède pour reprendre le chemin d'un parti nouveau qui va nous amener ailleurs, ben, c'est de reprendre la route de la cohérence. En 2019, pour faire de la politique, il faut que les bottines suivent les babines. L'information circule à grande vitesse et les électeurs sont plus que jamais informés. Moi, je me questionne sur
les compétences dans les cabinets actuellement, autant au point de vue des coms. Moi, ce qu'on me dit, là, ce que j'entends de mes différents contacts et même directement au sein de la CAQ, c'est que la compétence serait pas mal toute centralisée au cabinet du premier ministre. Donc, je vous le dis, attention, on sent que le parti est peuplé de professionnels de la politique qui sont peut-être pas au goût du jour au point de vue de leur façon de faire. Je pense que c'est l'intervention la plus péquiste qu'on a eue aux engagés publics depuis le début. Il fait péquiste, Denis, ce temps-ci. Hein? Oui. Écoute, il n'y a plus assez de nous dire à nous autres quoi faire, et ça, on va le dire aux autres. Écoute, moi, c'est surtout ça, l'avertissement à la CAQ, là, c'est attendez quand Denis va se mettre sur votre cas. Mais... Mais c'est parce que je les aime! Oui, bien sûr. C'est moi. Toi, Clément, t'avais dit quelque chose? Quoi? Ben, en fait, moi, deux choses. Sur Guillaume Rousseau, je suis totalement d'accord avec Denis. Tu sais, la réalité dans le contexte actuel, c'est que Guillaume sent qu'il y a un dossier là pour lequel il peut être utile, qui tient à cœur, puis il sent que, qu'est-ce que tu veux, en fonction du résultat de l'élection, il va être plus utile en allant se mettre au service là maintenant, puis il fera ses réflexions pour plus tard. Là. Moi, j'espère vivre dans un mouvement qui accepte que des gens puissent sortir du mouvement le temps de réaliser quelque chose puis y revenir après. Donc, je ne faudrait quand même pas que ce soit un mouvement dont on ne peut que sortir. Guillaume sera bienvenu plus tard, que ce soit dans le PQ ou dans une nouvelle forme de mouvement que Catherine ou d'autres auront réussi à mettre en place. Ouais. Donc, ne brûlons pas les choses derrière les gens. Puis l'autre élément dans l'actualité, moi, qui m'a frappé, c'est, vous ne serez pas surpris, c'est l'espèce d'environnement délirant autour de Facebook où là, on se réjouit que Facebook veuille mettre fin au discours sur les vaccins qu'ils ont largement contribué à construire par leur mécanique malsaine. Quand est-ce qu'on va arrêter de penser que Facebook est une solution aux enjeux sociaux devant lesquels on est, là? Facebook est plus un problème. Je ne dis pas que c'est un mal en soi, mais arrêtons d'y voir des solutions, reprenons nos responsabilités, puis remettons Facebook à sa place. Ouais. C'est un réseau d'échanges, puis c'est pas la police, puis on ne souhaite pas que ce soit eux qui jouent ces rôles-là. Merci, on passe à autre chose. Tu m'enlèves les mots de la bouche, parce que moi, ce que je voulais amener comme terme, c'était responsabilité individuelle. T'sais. Dans ce genre d'univers-là, faut pas compter. C'est un peu comme, moi je suis un parent, c'est un peu comme quand on laisse nos enfants, entre guillemets, être éduqués par la télé. Tu peux pas sacrer ton enfant devant une télé à longueur de journée, puis s'attendre à ce qu'il soit parfaitement fonctionnel. Puis je veux dire, faut pas s'attendre à ce que Facebook nous donne toute l'information dont on a besoin. Faut pas qu'on s'attende à ce que Facebook nous aide à vivre notre vie normalement. Il falloir à un moment donné que nous, puis oui, la responsabilité individuelle, Denis, je vais te faire plaisir, c'est un principe de droite. Mais je pense que c'est un... Ben oui, c'est carrément par définition. Oui, c'est par définition. Je vois pas pourquoi. C'est dommage qu'on dise ça. Ben parce que c'est... Moi, je suis moyennement d'accord aussi. Parce que généralement, la gauche étiquetée, traditionnelle, théorique, est associée à des mouvements qui sont collectifs, au nombre à la direction du plus grand nombre, alors que tu as un penchant plus individualiste du côté de la droite. Fait que c'est pour ça que c'est une très belle valeur, la responsabilité individuelle. Mais tu sais, sur les enjeux comme les vaccins, où vous avez sûrement déjà entendu parler des flat earthers, les gens qui croient que la Terre est plate, il va vraiment falloir qu'on commence à nous-mêmes tester les idées qu'on a, qu'on se confronte avec des sources différentes d'informations, puis qu'on éduque à nos enfants un sens critique, puis de challenger ce qu'on voit en ligne. Mais si je peux me permettre, Clément, j'aimerais ça faire un tour là-dessus parce que sinon je vais perdre ça va perdre le fil avec ce que vous venez de dire, puis j'aimerais amener un point. C'est qu'avec Facebook, cette réalité-là, je pense qu'elle elle va au-delà de l'aspect de responsabilité personnelle. Premièrement, on peut chercher à contrôler le discours des gens qui ont utilisé l'outil avec plus d'efficacité qu'on aura été capable de le faire nous-mêmes. Ça, c'est un élément que je trouve bizarre d'avance. L'autre, la suite, par contre, c'est quand on voit ce qui est devenu Facebook, quand on voit de quelle façon de grandes organisations on le contrôle, contrôlent les données, ont des algorithmes qui déjouent l'intelligence humaine. Je pense qu'il faut y amener un niveau d'intervention qui va au-delà de la responsabilisation individuelle. Je suis assez d'accord avec Clément là-dessus. Il faut mettre ces grands outils-là au pas. De là à dire
que c'est un problème, c'est pas l'outil qui est un problème. Moi, je trouverais ça excessivement dommage qu'un jour, on en soit à ce que ce genre d'outil-là, on tire la plug sur ce genre d'outil-là, parce qu'on n'a pas été en mesure de prendre nos responsabilités collectives. Et non seulement individuel. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais puis regarde, on pourrait faire la transition maintenant si vous voulez, les gars, parce que tu nous amènes sur le chemin des États-Unis puis le sujet de Warren. non, mais c'est clairement ça. Oui, t'as raison. Okay, je pensais que tu faisais une blague, mais c'est très bonne transition. Restez avec moi 5 secondes, puis je vais finir avec Warren. Donc, du côté des États-Unis, on a toujours évidemment la course présidentielle qui continue. Biden et Sanders mènent les sondages en Iowa, qui est un des premiers États en primaire pour 2020. Il y a également des sondages chez les électeurs démocrates, Alexandria Ocasio-Cortez, et selon les électeurs démocrates, la candidate du futur. Et Warren, justement, Elizabeth Warren, qui est aussi candidate à la présidence, elle dit vouloir maintenant briser les géants du web. Pourquoi? Pour elle, elle trouve qu'ils menacent carrément plusieurs PME, puis qui manquent de compétition. Elle donne des chiffres comme 50% du trafic du e-commerce américain va à Amazon et 70% du trafic fait sur Internet se fait sur des sites qui sont gérés ou appartiennent à Google ou Facebook. Comment on voudrait briser les géants du web? Elle veut une loi qui oblige les géants à séparer leurs services. Donc, dans la vraie vie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il faudrait avoir 2 entreprises distinctes pour, mettons, les pubs AdWords et les search de Google, ce qui vraiment complexifierait le partage de données et permettrait d'avoir de la compétition. Deuxièmement, elle veut que des régulateurs qui soient engagés pour enquêter et annuler au besoin les fusions technologiques illégales et anticoncurrentielles. Un peu en mode CQFD, ce qu'il fallait démontrer, Facebook, les gars, a bloqué une publicité de Warren qui portait sur cette annonce-là. Warren a tweeté sur le sujet et Facebook a été obligé, devant la pression, de relancer les pubs. De son côté... L'histoire apparemment a été un petit peu expliquée autrement par la suite, mais le résultat... veux-tu y aller tout de suite? Vas-y. Allons-y. C'est juste que Facebook s'est expliqué en disant que c'est pas la pub qu'ils avaient voulu censurer, c'est l'usage du logo de Facebook dont Warren faisait... c'est dans les normes, c'est bien connu. Usage. Oui, je comprends bien, mais on peut pas croire que quelqu'un a tiré la plug sur ces pubs-là sans mesurer l'impact que ça aurait. Là. Si tu penses qu'il y a des gens qui manquent d'antenne au PQ, ça serait vraiment très grave chez Facebook. Là. Écoute, moi je pense que Warren va se faire battre. Alors on n'aura pas besoin des Russes. Google va s'en occuper. Mais là, si tu parlais de cynisme tantôt, ce que tu viens de dire là est absolument épouvantable. Le problème, c'est que je partage ton avis, mais il est grandement temps qu'on s'interroge sur le fait qu'une phrase comme ça puisse aujourd'hui être plausible. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, elle m'apparaît tout à fait plausible. Puis je vais m'amuser à faire... attends une minute, qu'est-ce que tu veux dire, Clément? Vas-y. Moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, Facebook et Google, notamment, mais probablement quelques autres aussi, ont le pouvoir d'influencer, volontairement ou non, le résultat des élections. Puis que là, c'est plus confortable de se dire que c'est des influences étrangères qui ont utilisé des mécanismes de Facebook, de Twitter et autres dans la campagne de 2016. Mais aujourd'hui, le jour où les intérêts de Google et de Facebook vont être devenus un sujet de l'élection, on va avoir du mal à faire confiance aux mécanismes de régulation qu'ils vont nous présenter. Il y a un vrai problème de confiance du processus démocratique dans le contexte dans lequel on est. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je n'oserais pas dire, parce que c'est peut-être ça que tu crois. Est-ce que tu penses que c'est l'unique cause de la défaite de Clinton? Non, je pense pas. Non. Ça a une influence. Non, mais moi, je l'ai dit. Oui, mais ce que je disais tantôt au sujet du Brexit et autres. Ouais. Si on le fait à grands traits, là, aujourd'hui, dans un référendum ou dans une élection présidentielle, où tout un pays vote sur une élection, sur le même vote pour un président ou pour un résultat de référendum, on sait depuis 20 ans, les résultats sont de plus en plus serrés, puis ça se détermine par 2-3% en général. Les électeurs sont volatiles. Dans 2-3%, aujourd'hui, on a toutes les raisons de croire que Facebook, Twitter, les réseaux sociaux peuvent manipuler l'opinion. Encore une fois, là, je ne prête pas d'intention aux gens, mais les mécanismes algorithmiques et autres peuvent avoir pour effet d'influencer plus que 2-3% de l'électorat. Donc, est-ce que ces mécanismes-là, aujourd'hui, sont sains?
est-ce qu'il donne véritablement le portrait de l'opinion? C'est pas confortable à se poser comme question. Puis peut-être que là, c'est moi qui est parano. Mais j'aimerais mieux ne pas avoir à poser cette question. Puis j'aimerais mieux qu'on puisse me dire que je délire. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut être d'accord ou pas. On est obligé de se poser la question. Moi, ça me fâche vraiment, ce genre de sujet-là. Denis, tu veux-tu y aller avant que je pète une crise? Même si on était... Même la façon qu'on a laissé aller les choses, là, même si aujourd'hui on voulait faire une enquête publique pour valider si toutes ces choses-là sont possibles, on le pourrait même pas, les amis, parce qu'on les a laissé le contrôle de ces éléments-là trop longtemps. La boîte noire est complètement opaque et le contrôle et la bataille elle est perdue par rapport à ça. Moi, je trouve que ça va être... Puis je suis pas en train de dire ça en voulant dire essayons pas, puis faisons pas ce qu'il faut. Mais ça va être excessivement difficile. Ça va prendre des mesures tellement fortes. Quand tu sais que ces entreprises-là, ensemble, sont capables de faire perdre ou de faire gagner un parti, on sait très bien que la fidélité, ça ne s'achète pas, mais ça se récompense. Faut pas que tu oublies, Denis, qu'en Europe, il y a déjà des lois qui obligent ces firmes-là, qui fait déjà plier Google puis Facebook en ce moment, qui leur fait payer des milliards, puis qui les oblige à refaire leur algorithme. Fait que les lois ont un impact. Puis dans le pire des cas, t'envoies la police, tu sais. Puis de là l'importance de la politique, pour ceux qui écoutent, puis de là l'importance de s'engager, puis de là l'importance du rôle du législateur. Parce que là, puis de là l'importance d'avoir surtout des élus qui comprennent c'est quoi Internet. Parce que si on... Tu sais, c'est important de lire des élus diversifiés avec des jeunes, tu sais, je fais un wink ici, mettons, aller au bureau loin, qui vont comprendre c'est quoi. Parce qu'au lieu de promettre des lunchs, des fois, le rôle de l'État puis des politiciens, c'est de protéger leur monde, puis de prendre un angle de sécurité puis d'intérêts nationaux. Puis je veux dire, on commence drôlement. On en a parlé l'autre jour avec les données personnelles. Puis ce que tu viens de dire, Denis, c'est quand même assez intense, là. Puis si on commence à aller dans ce genre de territoire, il faut de plus en plus que notre politique, elle soit pas juste sur « le PQ, c'est le bateau du rassemblement », puis la CAQ, c'est le parti des extrémistes qui sont tous racistes de la meute. Puis il va falloir qu'on commence à avoir des débats sur les enjeux de notre génération, puis de notre époque, je veux dire, plutôt. Puis ça, c'est de prendre un angle sur comment la technologie impacte notre société, puis comment on peut protéger nos données. Puis comment on supervise puis on bloque les tentatives d'influence externe. Écoute, je n'ai parlé avec les gars des engagés, je n'ai parlé il y a 2 semaines. Il y a eu une tentative d'influence sur le dossier de l'immigration au Québec avec des comptes qui venaient d'Iran, si ma mémoire est bonne. Ouais, ça commence, c'est là. Puis, je vous écoutais, puis j'aurais eu plein de choses à dire, d'ailleurs. Puis tu pourras peut-être les dire après mon rant où là, je fais ma colère, mais puis tu sais, c'est certainement pas le DGEQ qui va nous protéger, calvaire, des influences externes. Ils ont de la misère à suivre ce que les partis font en ce moment, là. Puis je ramène ça à une mentalité de petit Québec, à une mentalité de on n'a pas de pays, une mentalité qu'on n'a pas de couilles. On va se faire gérer par le beau Canada qui va faire ça à notre place. Tu sais, on peut gérer nos propres affaires, on peut s'adresser ce genre de dossier-là, on peut faire des commissions, on peut faire des enquêtes, on peut faire des législations. Il y a des pays d'ailleurs qui emboîtent le pas, puis je suis très content que Warren fait ce genre d'annonce-là. Ça fait un excellent positionnement, puis ça crée une diversification ou une différenciation de Sanders, est très similaire à Sanders. Là, on a une position très claire qu'elle amène, puis elle amène en plus le sujet en plus de se différencier. Je trouve ça excellent. Hey, sais-tu, moi, là, je t'écoute, là, puis je trouve qu'on a un bel exemple, là, où on a un enjeu, là, qui est déterminant, puis je pense qu'on est d'accord les trois qu'il n'est pas question d'entendre parler de faire un référendum avant d'avoir réglé ce genre de problème-là, parce que sinon, on démontre juste qu'on n'a pas compris l'environnement dans lequel on va inscrire notre démarche. Puis ces enjeux-là de comment on va gérer ça, comment on va définir le rôle du législateur pour discipliner et créer un espace démocratique qui se tient. Là, il se trouve que c'est la CAQ qui est au pouvoir aujourd'hui, là. On peut être content, pas content. Là. Le résultat de l'élection, c'est ça. Ces autres sont là pour 4 ans. Puis peut-être que ce sera plus long, on ne sait pas. C'est donc vraisemblablement
les gens qui sont là aujourd'hui, puis le gouvernement de la CAQ qui va être là pour participer aux enjeux internationaux là-dessus, qui vont se passer dans les prochaines années. L'Europe est en avance sur le cas, tu l'as mentionné. On peut-tu déjà s'entendre que ce serait utile d'appuyer le gouvernement dans ces réflexions-là, puis de l'outiller? Puis il se trouve que François Legault sera sans doute pas hostile à s'assurer que la démocratie québécoise puisse s'exprimer le jour où elle aura à le faire. Ça serait une zone sur laquelle on pourrait déjà s'entendre qu'on va travailler tout le monde ensemble, puis après ça, chacun fera de ce nouvel espace démocratique adapté à la réalité d'aujourd'hui ce qu'il veut bien faire. Mais ça, c'est un bel exemple là, de travail collectif et démocratique en dehors des zones partisanes. Denis, tu avais quelque chose à dire sur les comptes d'Iran? Non, ben écoute, je me souviens pas assez des propos, je me souviens juste que ça m'avait fait réagir puis que j'étais pas d'accord avec votre interprétation des motivations derrière tout ça. Là. Attaque frontale! Ouais, c'est une attaque frontale, mais t'es pas obligé de garder ce que je viens de dire. Non, mais t'as quand même une vision intéressante sur ce sujet-là, si tu veux. Ouais, mais il faudrait juste qu'on me rappelle un peu ce que vous disiez, mais je pense qu'on a déjà assez dit. Cela dit, que je voulais laisser les gens sur cette réflexion-là. Écoute, vous connaissez là, le 6e point du décalogue philosophique de Google qui stipule « Il est impossible de gagner de l'argent sans vendre son âme au diable ». En fait, j'ai fait un beau lapsus parce que c'est exactement l'inverse qu'il dit, là, le décalogue. Il dit, il est possible de gagner de l'argent sans vendre son âme au diable. Mais il est possible d'en gagner encore plus en la vendant. Et voilà. En fait, c'était ça mon punch. Il est possible de gagner de l'argent sans vendre son âme au diable, mais est-il possible de gagner énormément d'argent sans vendre son âme au diable? Ça, c'est une autre question. Moi, je voudrais juste dire qu'on peut pas finir le segment États-Unis sans faire un petit coup de chapeau à Alexandria Ocasio-Cortez. Ben oui, évidemment. Attends. Denis, mets un contexte aux auditeurs parce qu'ils sont pas dans nos conversations de tous les jours. Non, il faut que vous sachiez que depuis, je sais pas, je dirais quoi, 10-15 jours, Clément déclare quotidiennement son amour au quotidien. Puis là, on a ajouté Catherine Dorion à ça dernièrement. Non, Fournier, Catherine Fournier. Pas Catherine Dorion, excusez, Catherine Fournier. On a ajouté Catherine Fournier à ça dernièrement. C'est son nouvel amour. Non, mais en fait, on fait bien des blagues, mais moi, dans le contexte, dans le contexte aujourd'hui très difficile de la politique québécoise, moi, j'ai ma petite dose de positivisme quotidien, c'est de regarder comment Alexandria Ocasio-Cortez arrive avec une arrivée toute récente en politique à changer le jeu, à amener des contributions de façon extrêmement habile. Elle utilise les réseaux sociaux de façon admirable. Elle répond à ses détracteurs, mais sur un angle très constructif, très impitoyable, mais jamais en dénigrant et tout. Si vous avez besoin un peu tous les jours de voir comment on peut réinventer un peu l'action politique d'un élu aujourd'hui, là, ben moi je vous suggère de regarder là. Une petite dose de ça tous les jours, ça fait beaucoup de bien. Puis ça serait une bonne formation pour ce qui est d'apprendre à avoir une meilleure utilisation des médias sociaux pour nos propres politiciens. Et pas que des médias sociaux. Il faut voir de quelle façon elle intervient en chambre. Puis c'est pas que elle est le super-héros que certains voudraient décrire, là. Il y a clairement un travail d'équipe méthodique derrière. Ils choisissent les angles. Ils savent que quand elle va prendre la parole, ils veulent pouvoir avoir le clip. Ça fait qu'il n'y a pas de niaisage. Puis c'est right to the point. Ça fait sa job après. Je veux dire, si on a un modèle à suivre aujourd'hui, là, faut pas chercher trop loin. Il est là, puis il faut l'adapter à notre situation. Mais voilà une belle source d'exemple à tous les jours. Parce qu'elle, ce qu'elle démontre, c'est pas comment utiliser les médias sociaux. Elle est bonne là-dedans. Mais ce qu'elle démontre surtout, c'est qu'elle a quelque chose à dire. Puis qu'elle dit différemment. Et la rigueur. Ça, c'est l'étape numéro 1. Après ça, comme tu dis, Denis, ils feront. Puis elle l'a fait d'ailleurs en passant. Elle donnera des formations de médias sociaux si elle veut après. Non, mais. Je faisais un clin d'œil à Clément parce qu'il déplore l'utilisation des médias sociaux de certains politiciens québécois. C'est juste, mais il l'a pas vu. Il a pas vu ma perche tendue. Mais moi, il faut quand même. C'est important que les gens comprennent que c'est pas que la présence de AOC sur les réseaux sociaux. Oui, on l'a compris. Le plus impressionnant, c'est la rigueur de ses interventions, le choix des angles et la manière dont elle les conduit.
J'ai envoyé la perche 2 fois, puis il refuse. Ben, C'est réessaye trop une troisième sérieux, fois Denis, si tu comme veux, il n'y a pas de sujet. problème. On peut pas Ouais, faire des blagues. on ne là-dessus. se moque pas de AOC, Denis. Ouais, non, je sais, il devient complètement obnubilé, puis c'est comme, puis c'est comme une ligne droite. Moi, par contre, ce que j'ai lu dans le blog de Lisée cette semaine, où il essayait de raisonner l'électorat indépendantiste à ne pas se diviser, il a osé prendre comme exemple Sanders et Cortez, justement. On s'entend dessus que ces deux-là ont plus de propositions et d'espoir à offrir dans le bout de leurs petits doigts que l'ensemble de tout l'establishment souverainiste québécois en ce moment? Je suis obligé d'être d'accord. Puis c'est même pas... on est dans un système parlementaire britannique, ils peuvent avoir des différends avec le Parti démocrate puis continuer de vivre à l'intérieur du Parti démocrate, c'est pas totalement la même chose. Mais en tout cas. Font preuve de courage, en tout cas. Les gars, c'est le temps de se laisser. C'est pas que je vous aime pas, mais après 3 heures de balado, je pense qu'il est le temps de passer à autre chose. Avez-vous des suggestions de la semaine? Denis, tu te sens délaissé? Commence. Oui, c'est ça fait longtemps que j'ai pas parlé. Non, en fait, moi, j'ai pas rien. Ben oui, j'ai des choses à proposer, mais avant, j'ai un message à passer. Il m'est arrivé quelque chose d'absolument incroyable. J'ai eu une superbe expérience sur le territoire de la nation Huron-Wendat sur laquelle je voulais revenir. Écoutez, j'ai pratiquement vécu une expérience spirituelle, puis de l'entendre de ma bouche, ça doit vous étonner tout le monde, étant donné que je suis un athée assez hardcore d'habitude. Mais ce que je voulais dire, puis je ramène ça encore à des éléments que je trouve déplorables, c'est notre méconnaissance de l'importance des héros autochtones dans la création de notre nation. Puis c'était ça le propos de l'interlocuteur avec qui j'étais, mon ami Steve Gros-Louis. Écoutez, il y a une réelle injustice. C'est des guerriers, des hommes, des femmes qui ont été importants, qui n'ont pas leur place dans notre mémoire collective. Puis j'ai senti la douleur quand j'ai parlé avec Steve. Puis honnêtement, j'ai été excessivement touché. Des histoires méconnues. Il me parlait de quartiers qui avaient été accueillis par Donnacona, des choses qu'on sait, mais pour lesquelles on met pas auxquelles on n'attribue pas assez d'importance. Il me parlait de Champlain qui a été protégé et ramené. Blessé sur le dos d'un guerrier Huron-Wendat. Il m'a parlé de l'instigateur de la Grande Paix, le chef Condiaronc, un grand ami de Frontenac qui est mort pour la cause, pour cette cause-là de la Grande Paix. Puis j'avais l'impression que tout ça sans amertume, mais avec une injustice ressentie qui semblait là, venir du fond de plusieurs générations. Puis malgré toutes ces injustices-là, ben lui est là, puis il continue à regarder vers l'avenir, puis à entretenir un discours positif envers les relations que les Hurons-Wendat doivent avoir avec au sein de la nation québécoise, mais quand même en déplorant la chose. Moi, si je vivais un élément semblable, ça me rendrait tellement amer que j'en serais carrément dysfonctionnel. Puis j'ai peur que ce soit une réalité qu'on finisse par vivre, nous, les Québécois, dans le futur. Je veux dire merci à mon ami Steve Gros-Louis de m'avoir amené à ces réflexions-là, de m'avoir fait vivre cette expérience-là. Ça m'a transformé. Ça m'a éveillé à une autre dimension de notre histoire. Tout le monde, ceux qui me connaissent savent à quel point l'histoire, le patrimoine, c'est important pour moi. Aujourd'hui, je suis éveillé à une nouvelle dimension. C'est quelqu'un que tu pourrais inviter aux engagés, d'ailleurs, M. Gros-Louis. Ah, écoute, quelle bonne idée. S'il a envie de le faire avec plaisir. Sinon, ma plug, allez donc écouter les épisodes de Mystère des Lacs sur YouTube. Oh. Il y a 8 épisodes, sont tous sortis. J'ai contribué dans 4 de ces épisodes-là qui sont sans fausse modestie, probablement Puis c'est un hasard aussi, là, c'est que l'émission était plus intéressante, mais selon moi, ce sont les meilleurs. Ouais. Les épisodes les plus intéressants. As-tu déterré un sauveur au PQ? J'ai pas déterré de sauveur au PQ, mais j'ai trouvé des artefacts sous-marins vieux de 100 ans qui venaient témoigner justement de d'autres éléments de notre histoire. Je suis content que tu aies eu l'occasion d'aller au fond des choses au moins une fois. Wow! Je pense qu'on devrait juste finir l'épisode là-dessus. On peut pas faire mieux. Oh man! OK. Clément, Man! Clément, de ton côté. Moi, j'ai vécu aussi une expérience très forte en fin de semaine passée. Je m'étais déplacé à Montréal pour aller voir une pièce au Théâtre de Katsu.
Première neige, First Snow, une pièce coécrite par des comédiens québécois et écossais autour des thèmes inspirés par les difficultés, appelons ça comme ça, les échecs référendaires de part et d'autre. J'allais là parce que le thème m'avait intéressé. J'avais acheté les billets depuis 6 mois. J'avais pas trop suivi c'était quoi l'histoire. Et ça a été d'une expérience très, très difficile, d'une part. Je suis pas tellement le genre à pleurer au théâtre, même si j'y vais souvent, mais là, ça a été vraiment difficile. Revivre 95, les événements autour de tout ça. Mais la beauté de la chose, c'est que ça a été aussi un exutoire extraordinaire. Puis je suis reparti avec beaucoup plus d'espoir que j'en avais quand je suis arrivé, puis que j'en avais pendant la pièce. Moi, ceux qui aiment les émotions fortes, je vous suggère d'aller faire un petit tour là. Je pense que ça va même faire du bien. C'est ça le show qu'il faut aller voir, là? Tu nous as obligés à aller voir le show. Puis... Oui, exactement. C'est jusqu'au 23 mars. Si vous êtes à Montréal ou dans les environs, il faut absolument se dépêcher, mais vous ne regretterez pas. Sinon, de mon côté, je pense que Clément, tu as la même recommandation aussi. Donc, j'invitais les gens à marcher pour le climat ce vendredi 15 mars. Puis Facebooker un événement près de chez vous à Montréal. C'est à partir de 13h au monument de Georges-Étienne Cartier. Un peu dommage que ça soit dans la journée pour ceux qui travaillent, mais c'est surtout pour les étudiants, il faut le comprendre. Les étudiants il y en a plusieurs qui ont des journées de grève pour aller manifester pour démontrer l'importance du climat. Appuyons donc particulièrement nos jeunes qui vont sortir, qui vont y aller. L'apprentissage de l'engagement, ça passe par des grèves. Qu'est-ce qu'on veut? Toutes les générations ont eu leur grève. Il y a tout ça encourageons-les. Moi, j'ai des échos ici autour. Il y a des directions d'école qui aident. Ils peuvent pas appuyer, mais ils aident, ils facilitent. Ils voient ça comme une démarche éducative. Bravo. Puis chou pour ceux qui découragent les étudiants d'aller marcher. Ils vont apprendre beaucoup plus en faisant la grève ce jour-là pendant la marché pour le climat qu'ils pourraient l'apprendre en classe. Et c'est sur ce beau discours qu'on voulait cette semaine. C'était notre épisode. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et Spotify. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter et YouTube. Manifestez, engagez-vous, faites des dons aux partis que vous aimez et visitez notre site web à engagerpublic.com. Merci les gars. C'est un grand plaisir encore une fois. Merci beaucoup. Merci Denis, merci Clément. Et aux auditeurs, on se dit à la semaine prochaine. Là, ça marche pas, Facebook, aujourd'hui? Hey man, ça a été tough, hein? Ça a commencé vers 11h30. Écoute, je me suis demandé pendant un instant ce que j'allais faire de ma vie. Je me suis dit au près. Je pensais que tu nous avais dit que tu avais eu une grosse journée. Ben, justement, à cause que j'avais pas Facebook. Non. Comme une pièce du puzzle, là. Ben, où est-ce que je vous amenais avec tout ça? Puis, je pense qu'il y a eu un... Allô, êtes-vous là? On est toujours là. Continue. Ben oui, on est là. Ok, moi, je vous entendais plus. Ok. Yeah, je vois encore un mute. Ben oui, mais je me mute quand tu parles. Ah non, c'est beau. Je me suis laissé on se fait un mute pendant que tu parles pour que tu nous écrives pas qu'on respire dans le micro. Donc,